savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Le temps passe vite, Alexandre. Il y a quelques semaines, le Bloc, ça paraissait loin, avait dit le 29 octobre, si on n'a pas l'adoption de deux projets de loi qui nous tiennent à cœur, on va tomber dans le camp de ceux qui veulent renverser le gouvernement. Mais le 29 octobre, c'est aujourd'hui. Oui, on y est. Et il y a un point de presse à 11h cet avant-midi du Bloc québécois qui va nous annoncer un peu ses intentions. Les deux projets de loi, quels étaient-ils? L'augmentation des prestations de sécurité de la vieillesse. Le deuxième, le maintien de la gestion de l'offre. Or, là, on est 0 en 2. Il n'y a aucun des deux là, qui est ficelé, qui est réglé pour ce qui est d'Yves-François Blanchet. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce qui est de l'appui à Justin Trudeau? Est-ce qu'encore une fois, ce sera le NPD, Mario, qui va avoir un peu la balance du pouvoir entre les mains, qui va sauver à la pièce le gouvernement Trudeau? M. Trudeau aussi, qui, rappelons-le, là, a fait face à une espèce de mutinerie de la part d'une vingtaine de députés. Et là, on a appris que là, dans les coulisses, ces gens-là s'activent encore. Et là, veulent demander un vote de confiance secret sur le leadership de M. Trudeau. Voyons. Ouais, sauf qu'il n'existe pas une telle procédure, là. C'est à moins que Justin Trudeau veuille lui-même se soumettre à ça pour calmer le jeu puis qu'il pense qu'il va le gagner. Mais dans les procédures au Parti libéral, il n'existe pas une telle chose qu'à un moment donné au caucus, un sous-groupe s'impatiente puis peut déclencher un vote secret ou pas secret, mais déclencher tout vote pour la remise en question du leadership. Deux observations là-dessus. La première, c'est que c'est sûr qu'on se pose... Mettons que le Bloc dit, nous, là, on tombe dans le camp, pas nécessairement qu'on est d'accord avec Pierre Poilievre, surtout, mais on tombe dans le camp de Pierre Poilievre. À partir de maintenant, on veut renverser le gouvernement Trudeau. D'autant plus que les sondages sont bons pour le Bloc. Donc, le Bloc pourrait très bien arriver à ça. Est-ce que le NPD peut, après avoir fait un spectacle à la fin de l'été, de dire nous on déchire l'entente, puis Justin Trudeau, il est à la solde des grandes compagnies. Parce que souvenez-vous de ce point de presse de Jack Metzing, t'écoutais ça, puis tu disais là, Trudeau, mettez-le dehors demain matin, il est à la solde des grandes compagnies, il gouverne pas pour l'intérêt public, c'est épouvantable. Alors, est-ce qu'il pourrait, après avoir fait ce show-là, sauver Justin Trudeau pendant 6 mois, là, à répétition? Peut-être que oui, peut-être ça pas va non être coûteux plus. pour lui, politiquement. Là. Ça va devenir bizarre. Ouais. Maintenant, on dirait que le momentum pour des élections est tombé. Il faut dire qu'on a des élections dans plusieurs... Il y a eu des élections dans d'autres provinces, il y a des élections américaines, mais on dirait qu'au Canada, l'espèce de momentum à la fin de l'été, là, quand Pierre Poilievre a ouvert la session parlementaire, a dit « Moi, je veux renverser le gouvernement », puis on se dit « Oups, il y a peut-être des élections imminentes ». On dirait que là, c'est retombé. Pour différentes raisons, j'y crois plus. J'ai l'impression qu'ils vont trouver une façon, peut-être Justin Trudeau lui-même, pour tout reporter ça après les fêtes, soit proroger la session parlementaire, parce que pour les gens qui ne saisissent pas, proroger, c'est mettre fin aux travaux parlementaires, puis fixer une date, là, on les reprend, mettons... De toute façon, il n'y a rien qui avance, Mario. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait, là. Tout est paralysé. On reporte tout ça, mettons, à mi-février, et... Le fait est que le gouvernement ne peut pas être renversé. Il ne peut pas avoir un vote de la Chambre qui renverse le gouvernement si la Chambre ne siège pas. Là. C'est ça le principe. C'est que pour déclencher des élections, pour forcer Justin Trudeau à déclencher des élections, il faut que la Chambre des communes le renverse. Alors, à partir du moment où chacun des députés est retourné dans son comté puis que le Parlement ne siège plus, ça ne peut pas arriver. Petite remarque maintenant sur ça c'était pour les élections, mais sur le Bloc, qui doit vivre quand même une certaine déception, parce que le Bloc avait dit, écoute, nous autres, on veut pas, quand Poilievre voulait déclencher des élections, le Bloc a dit, hey, nous, là, on a la balance du pouvoir enfin, c'est le fait que le NPD a déchiré l'entente, là. Nous, le Bloc, on retrouve notre balance du pouvoir, c'est un pouvoir extraordinaire. Écoute, ils n'ont rien fait bouger, là. Ils ont fixé cette date du 29 octobre, là. Il s'est rien passé, le Sénat n'a pas accéléré ses travaux, le gouvernement libéral n'a pas bougé, en fait, il s'est rien passé. Et ça, c'est un petit peu plate parce que le Bloc est toujours là-dessus. Là, le questionnement, l'utilité du Bloc. Le Bloc, est-tu utile? Il n'est pas utile. Il ne sera jamais au pouvoir. Mais y a-tu vraiment un pouvoir? Puis là, le Bloc nous avait dit, hey, là, voici la circonstance où j'ai un pouvoir exceptionnel. Le NPD a déchiré l'entente. Là, le gouvernement a besoin de nous autres pour sauver sa peau. Puis moi, le Bloc, je vais pouvoir là, tirer mon épingle du jeu. Puis là... Ils ont appuyé sur tous les boutons dans le tableau de bord, là, puis c'est rien passé. Fait que ça, déception certainement du côté du Bloc. C'est vraiment là, un équilibre très, très, très fragile. Le gouvernement du Québec qui va de l'avant avec ce projet de demande anticipée pour l'aide médicale à mourir.
Mais là, t'es quand même dans un pays qui s'appelle le Canada où il y a un code criminel là, qui gère comment tu peux donner la mort ou pas. Et là, hier, 2 ministres du gouvernement fédéral qui disent... En fait, je sais même pas comment interpréter ce qu'ils disent. On contestera pas Québec. Mais on va pas changer... le code criminel n'a pas changé. Là. Ouais. Alors, comment interpréter ça? Voici ce qui change à partir, donc, de demain, le 30 octobre. Les demandes anticipées d'aide médicale à mourir vont pouvoir être faites. Demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Pensons, par exemple, à quelqu'un qui reçoit un diagnostic d'Alzheimer, de démence. Et là, que cette personne-là m'a donné, va tracer une ligne rouge au sol. De dire, moi, au-delà de ça, je veux pas vivre ça. Je veux pas faire vivre ça à mes proches non plus. Alors, donc, on va décrire un certain stade d'évolution de la maladie, puis on va désigner des gens. Oui. D'ailleurs, on nous dit là, qu'on devrait avoir dans les jours qui viennent un formulaire notarié. Dire que les notaires vont fournir une espèce de... comme un contrat de mariage ou un contrat de toutes sortes d'affaires, un contrat d'achat de maison. Il y aura... ça fait bizarre parce qu'on n'est pas habitué, mais un contrat de demande anticipée de l'aide médicale à mourir ou une espèce de formulaire pour exprimer cette dernière volonté. Et là, l'enjeu, puis le DPCP, puis Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice au Québec, était sorti publiquement aussi pour dire, là, nous, on va tout faire en sorte pour protéger aussi les médecins d'éventuelles poursuites, parce que le gros du problème, il est là, Mario. Si Québec, justement, va de l'avant avec ses demandes anticipées d'aide médicale à mourir, mais qu'Ottawa ne change pas le code criminel, ben là, ça crée une espèce de brèche, là. C'est-à-dire, on conteste pas la loi 11 au Québec, mais on modifie pas le code criminel. Alors, est-ce qu'il y a certains médecins qui deviendraient plus frileux, par exemple, pour administrer l'aide médicale à mourir, de peur de se faire poursuivre après? L'enjeu, il est là. Parce que poursuivre, c'est pas une petite poursuite, là. Ben non, c'est sûr. Alors, l'enjeu est là. Alors, tu fais bien de souligner l'espèce de contrat notarié pour que ce soit blindé. Mais t'auras beau le notarié avec les meilleurs notaires au monde qui vont choisir les meilleurs mots au monde. Si c'est contraire au Code criminel du Canada, ça demeure une zone, en tout cas, qui pourrait rendre nerveux certains médecins. Bon, je suppose qu'on va se dire que à partir du moment où, au Québec, les procureurs de la Couronne disent qu'il y a une espèce de consensus social, on procédera pas, là, on n'agira pas. Mais, tu sais, quand t'es médecin, est-ce que tu y penses 2 fois ou est-ce que tu te dis, ben là, tu sais, si politiquement, quelqu'un prenait le mort aux dents, décidait d'attaquer ça, est-ce que ça pourrait... tu sais, donc, hier, le point de presse des 2 ministres fédéraux, là, moi, je suis resté... OK. Parce qu'à Ottawa, c'est quand même... Ils sont comme une coche en arrière. Là. Oui, bon, c'est la Cour suprême, en fait, qui a forcé le débat sur l'aide médicale à mourir. Ils vont faire des consultations. Québec est vraiment en avant de la parade dans le dossier. Oui, vraiment. Hier, parlant de fédéral, il y a Pierre Poilievre qui a annoncé, en fait, qu'il y avait déjà toute sa politique. Là, il parle d'habitation et de logement moins cher tout le temps. Mais on lui reprochait, même Valérie Plante avait dit, mais c'est quoi votre politique sur l'habitation? Là, il avait comme besoin d'un symbole pointu, précis, pour convaincre le public qu'il fait quelque chose en matière d'habitation. Et sa proposition, c'est d'éliminer la TPS, donc de 5% sur la vente des maisons d'1 million de dollars et moins pour ce qui est des habitations neuves. Donc, un exemple concret, là, une habitation neuve de 500 000 $, ce serait une réduction de 25 000 $ et de 1 500 $ par année en paiement hypothécaire. Et selon Pierre Poilievre, sa proposition permettrait de construire 30 000 logements supplémentaires. C'est un coût, cette mesure-là, c'est clair. 3,3 à 4,5 milliards. Comment on financerait ça? Ben, on mettrait la hache dans 2 programmes mis en place par les libéraux. C'est sûr que, Mario, pour les gens de ma génération, dans la trentaine, puis les plus jeunes, il y a un enjeu d'accès à la propriété. Je comprends. C'est flagrant, là. Il y a un enjeu d'explosion. D'ailleurs, j'écrivais là-dessus dans le journal samedi, d'explosion folle du prix des maisons. Là. Je veux dire, entre le dossier que je consultais de l'Institut de la statistique du Québec, comparait le prix des maisons entre 1999, un quart de siècle, 1999 à 2024. Je veux dire... à Montréal, entre autres, la maison moyenne, je fais des chiffrons, est passée de 150 000 à 900 000 $. Moi, je ne suis plus propriétaire. Depuis que je suis déménagée à Montréal, j'ai pas racheté. C'est pas achetable. Donc, toi, tu étais propriétaire avant, hors Montréal? J'ai vendu mon condo, puis quand je suis arrivée ici, je suis devenue locataire. Ouais. Non, c'est fou, là.
La maison moyenne à Montréal est rendue 900 000. Comment tu veux qu'une famille... une famille de la classe moyenne ne peut pas acheter ça. Puis après ça, on se demande pourquoi. Il y a l'éloignement dans les banlieues. Les banlieues sont de plus... Le Grand Montréal est de plus en plus grand parce que les gens s'éloignent pour pouvoir devenir propriétaires. Puis après ça, moi, je me suis fait construire il y a quelques années, puis c'est une vraie farce, là. Les barèmes actuels, pour ce qui est des crédits d'impôt ou quoi que ce soit, c'est une maison, je pense, de mémoire, c'est 250 000. Mais je pense que ces barèmes-là n'ont pas été revus depuis que ça, le 20-25 ans. Donc, ils sont plus du tout. Non. Il n'y a plus de maison qui se construit dans ces prix-là. Je vous mets au défi de nous envoyer là, un plan et devis, là, une soumission pour une maison qui a de l'allure dans le Grand Montréal à 250 000 $. Tu vas avoir quoi? Un cabanon? Tu vas avoir... Non, mais c'est... T'as pas le terrain, là. C'est juste le terrain, à certains endroits, ça coûte une fortune au pied carré. C'est complètement irréaliste. Il n'y a plus rien à ce prix-là, là. Ouais, mais donc, Pierre Poilievre, donc, il a lancé ça. En fait, il s'inspire un peu, d'une certaine façon, de Justin Trudeau, là, qui avait fait la même mesure, mais dans le locatif, là, pour les constructions de bâtiments locatifs. Mais lui, il l'applique à des constructions d'unifamiliales ou de condos, là, mais de propriétés individuelles. Il sort, évidemment, là, ça lance la discussion, ce qui s'est passé, ce qu'on a su vendredi sur le centre jeunesse Cité des Prairies, là, ce scandale sexuel, et ça fait comme ressurgir d'autres scandales du même genre. Oui, puis tu sais, dans la foulée aussi, finalement, de celle qui occupait les plus hautes fonctions au sein de la DPJ, qui s'est fait démissionner au cours des dernières heures, là, Catherine Lemay. Il y a eu une tournée médiatique de Lionel Carman. On sentait que les deux avaient plus la même vision. M. Carman voulait des conséquences un peu plus graves, même qu'on aille à la police avec ça, alors que de l'autre côté de Mme Lemay, on n'avait pas la même vision. Maintenant, il y a deux histoires. Une première, notamment, mise de l'avant par TVA Nouvelles. Ça se passe au centre jeunesse de la Montérégie-Est. C'est à Salaberry de Valleyfield. Et c'est une psychoéducatrice qui aurait entretenu une relation intime pendant des mois avec un ado de 15 ans au centre qui est situé sur la rue Jacques-Cartier. Selon les informations de nos collègues, c'est un dossier qui se serait su à l'interne. Il y aurait eu une enquête administrative. La psychoéducatrice a démissionné finalement. Les parents du jeune en question auraient refusé de porter plainte. L'ado ne voulait pas entreprendre certaines démarches là-dessus. Et là, en complément, dans la presse, il y a aussi une autre histoire qui se passe au centre jeunesse Cartier de Laval, où là, une éducatrice a fait un stage là-bas. À la fin de son stage, n'est pas engagée selon ce qu'on peut lire. Pourquoi? Parce qu'elle aurait entretenu des relations de séduction avec certains adolescents. Qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Je vous le donne en mille. Elle a été engagée à Cité des Prairies, à Montréal. Le centre jeunesse du scandale de la semaine passée. Ouais. Ça fait dur, Mario. Hein? Ouais. Sincèrement. Mais on en déduit quand même que ce sont des milieux complexes. Hier, le ministre Carman reconnaissait que le recrutement n'est pas facile. Bon, évidemment, quand on lui demande est-ce que le recrutement n'est pas facile signifie que vous recrutez n'importe qui, il va dire toujours non à ça, là. Mais on se pose quand même la question. Là, est-ce que... Mais je pense que ce qu'il a... J'étais à terre là, avec Mme Lemay. Mme Lemay, la directrice qui l'a mis dehors. C'est ce réflexe des administrations publiques de dire, regarde, là, on va faire une petite enquête à l'interne, là. On va briller ça. On va faire une petite enquête à l'interne. Et lui, il dit, voyons, c'est des crimes qui ont été commis, là. Des majeurs en position d'autorité ont eu des relations sexuelles avec des mineurs. L'abus sexuel. Tu peux pas mettre la police là-dedans. Ton premier réflexe, puis il dit même, il y a des protocoles qui existent là, de tout de suite, faire intervenir les policiers. Et là, c'est dans ce cas-ci, si on se fie au déroulement des événements, c'est un mois plus tard, quand le ministre a finalement été mis au courant, ce qui est déjà inacceptable qu'il soit le dernier mis au courant, que lui a dit, OK, mais la police, es-tu là-dedans? Puis là, on lui a dit, non. C'est lui qui a exigé qu'on intègre les services policiers à l'enquête. Donc l'autre gros point d'interrogation, c'est ce qui se passe avec Catherine Lemay, parce que, elle s'est fait démissionner. M. Carman voulait sa lettre de démission. Il l'a eu hier. Mais là, elle reste sous-ministre. Clairement. Et là, ça fait vraiment pas l'affaire des oppositions. Je t'ai préparé un petit condensé des réactions, notamment de Brigitte Garceau, qui est porte-parole du Parti libéral en protection de la jeunesse, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, et Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire. Je le dis depuis 2 ans qu'il y a un changement de culture à faire.
Et donc, ça sera pas avec Madame Lemay au sein du ministère qu'on va assurer, si je peux dire, ce changement. Je veux entendre le gouvernement sur sa responsabilité dans ce qui est clairement une série de nouvelles inacceptables du côté de la DPJ dont le gouvernement doit se porter garant. Elle doit avoir une réelle volonté d'améliorer le réseau. Elle doit transmettre toute l'information au ministre, même l'information qui fait pas son affaire. Et il faut s'assurer que quand des informations comme ça, ou des enquêtes comme ça, ou des allégations comme ça soient soulevées, qu'elles soient prises en considération avec sérieux. Mais la pression est énorme quand même sur Lionel Carman, là, parce que, tu sais, je veux dire, là, lui, il a mis dehors la directrice nationale de la protection de la jeunesse, mais tu sais, comme on dit, c'est lui le suivant, là. C'est lui qui est là. Et son engagement, ce que je comprends, c'est dès demain au Conseil des ministres. Ça traînerait pas. Dès demain, on nommerait une nouvelle personne. Il est mieux cette fois-ci de trouver la bonne personne. On est à une semaine du jour du vote aux États-Unis. Jour pour jour. Et là, Donald Trump, lui, va commencer la journée avec une déclaration de son domicile de Mar-a-Lago en Floride. Va faire campagne par la suite en Pennsylvanie, qui est un État clé. Et Kamala Harris, ce qu'on va surveiller, là, c'est son discours à l'ellipse de Washington. Pour vous situer, là, c'est exactement là où Trump avait fait son fameux discours juste avant l'émeute du Capitole. Donc, la symbolique est très, très forte de ce côté-là. Et dans le cas de Trump, ce sont les propos là, de cet humoriste dans son rassemblement au Madison Square Garden dimanche, là, qui a fait des comparaisons très disgracieuses par rapport à l'île de Porto Rico. Ça continue de susciter l'indignation. Il y a plusieurs artistes qui sont sortis en masse pour dénoncer ça. Mais une des questions, c'est parce que Porto Rico, évidemment, il y a beaucoup de Latinos. Ouais. Est-ce que ça, parce que Trump performe assez bien, en fait, chez les Latinos, et est-ce que ça pourrait faire perdre des votes dans l'ensemble des Latinos des autres États, là? Et il est là l'enjeu. Tu as entièrement raison de le souligner. C'est le gros point d'interrogation sur l'impact. Quel impact ça aura sur la campagne de Trump? La campagne de Trump s'est dissociée des propos de cet humoriste-là, mais quand même, ça marque l'imaginaire. Trump, lui, était en Georgie hier, et il est revenu sur son gros rassemblement, et il a tenu vraiment à rejeter les comparaisons entre son rassemblement et un rassemblement nazi de 1939 qui s'est déroulé aussi au Madison Square Garden. Il dit, je suis bien le contraire d'un nazi, là, c'est pas du tout le cas. Tu nous parles de Gérard Depardieu. Hier, on savait pas à cette heure-ci qu'est-ce qui allait arriver avec son procès. Il y avait des problèmes de santé anticipés. Mais là, finalement, c'est reporté. On sait qu'il ne s'était pas présenté lundi pour problème de santé. Oui, il y a 2 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Ça devait se tenir à Paris, mais finalement, son avocat voulait proposer un renvoi. Ça a donc été accepté. Son procès aura lieu en mars prochain. Il y a d'ailleurs eu des manifestations, une centaine de femmes avant le début du procès là, qui ont manifesté contre les agissements de M. Depardieu. Ce qu'on dit, parce que la justice a quand même demandé une expertise médicale, quadruple pontage coronarien, c'est ce qu'il aurait eu. Il souffrirait de diabète et ce serait amplifié par le stress, les conséquences du diabète en question. C'est ce qu'on a mis de l'avant et ce serait pour ça que son avocat aurait demandé plusieurs mois avant qu'il puisse se présenter, parce que semblerait que Gérard Depardieu veut se présenter. Il nie toujours les accusations qui sont portées contre lui et lui veut être entendu. C'est ça que son avocat mentionne. Il accuse même les plaignantes de vouloir la lumière médiatique. C'est quelque chose. Et une chanson posthume pour Liam Payne? On a appris ça dans les dernières heures. Il semblerait que vendredi, on pourra entendre une nouvelle chanson en collaboration avec Sam Pounds sur Liam Payne qui est décédé de façon tragique, qui est tombé d'un balcon dans les dernières semaines. Donc, on pourra entendre le tout. Est-ce qu'il est trop tôt pour ce genre d'hommage? C'est vite. Je trouve ça très Mais quand on dit une chanson posthume, c'est une chanson qu'il aurait lui-même enregistrée et qui n'a jamais été diffusée. Et comme c'est une collaboration, ceux qui ont travaillé sur cette maquette-là, sur cette chanson-là, on diffuserait la chanson sur les plateformes à compter de vendredi. La chanson qui s'intitulerait Do Not Wrong. Mais c'est vraiment rapide. Écoute, à mon avis, est-ce que tous les processus d'autopsie, d'enquête sont complétés? Même pas, là? Je crois pas, non parce que ça prend quand même un certain temps là, pour être sûr, hors de tout doute, d'arriver avec quelque chose. Bon, j'ai hâte de voir quand même ce que ça va dire, cette chanson-là. Quelle sera la réaction du public? Est-ce qu'il est trop tôt, pas trop tôt? Je trouve que la question se pose quand même. Peut-être que ça peut apporter un baume, remarque, mais je sais pas. À suivre, on y reviendra vendredi. Je trouve qu'il est tôt. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.